Bonjour Samy Gozlan. Bonjour Jean-Marc. Tu es le président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Parle-nous des objectifs et des actions du BNVCA. Bien, l'objectif du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, c'était tout d'abord, dès le départ, de comprendre le nouveau phénomène qui apparaissait depuis l'an 2000, où des juifs étaient attaqués, des synagogues incendiées, des écoles juives incendiées également, des rabbins maltraités dans la rue, insultés, des mezuzot arrachés, et on ne savait pas qui commettait ce genre de choses. Évidemment, comme la communauté était depuis longtemps focalisée sur les mouvements d'extrême droite, au départ, tout le monde penchait vers cela, et puis on n'arrivait vraiment pas à trouver les auteurs au départ, et il fallait donner quelques éléments à la fois à l'État pour essayer de comprendre ce phénomène qui réapparaissait. Donc le bureau de vigilance a mis en place un dispositif d'alerte et d'écoute 24 heures sur 24, ensuite des fiches d'information et de renseignements qui nous ont permis d'identifier le phénomène. Et à partir du moment où nous avons vu que la plupart des témoignages et des signalements indiquaient que les auteurs étaient des gens d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, et surtout des musulmans, donc on a pu véritablement identifier. Ce qui nous a fait conclure au fait que l'antisémitisme qui réapparaissait était lié au problème du Proche-Orient et notamment du conflit israélo-palestinien. Et à cela, évidemment, s'ajoutait cette propagande palestinienne exacerbée qui est la source et qui reste la source essentielle de l'antisémitisme contemporain. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque récemment encore, le président de la République française, le ministre de l'Intérieur, comme le président de l'Assemblée nationale l'ont déclaré clairement, l'antisémitisme avance sous le masque de l'antisionisme. Donc c'est quelque chose d'évident, de clair. Certains se sont portés, sont devenus les vecteurs qui ont porté cette incitation à la haine d'Israël qui a poussé à l'acte anti-juif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que depuis notre création, et surtout en 2009, quand sont apparus les appels des commandos à boycott des produits israéliens, qu'ils appellent les boycotter Israël, ne nous gênait pas, mais le discours qu'ils avaient était incitatif à la haine de l'État juif et à pousser à l'acte anti-juif. Ce que nous craignons, malheureusement, est arrivé. Vous savez, quand ils disent qu'en pressant une orange Jaffa dans un magasin, ils disent que voilà, ça c'est le sang des enfants palestiniens. Quand ils achètent des lingettes bébés, quand ils prennent des lingettes bébés, ils disent n'achetez pas les lingettes bébés qui sont fabriquées par les Israéliens qui tuent les bébés palestiniens. Donc évidemment, ça poussait à venger ces enfants palestiniens. Et ce mensonge a été utilisé par Mohamed Merah, qui a eu le prétexte de tout faciliter par ce discours. Donc penses-tu que l'antisémitisme a changé de nature et d'origine en fait? L'antisémitisme, traditionnellement oui, l'antisémitisme d'extrême droite. L'antisémitisme a changé de source, a changé de nature si l'on veut, mais le discours est le même, et les slogans sont les mêmes, et les clichés sont les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui attaquent les juifs aujourd'hui se servent des croix gammées, se servent du cliché antisémite du juif qui a réussi, et c'est ce qui a poussé l'assassin du disque jockey Sébastien Selam, parce qu'il a vu que son camarade avait mieux réussi que lui, donc il en était jaloux, il lui a tendu un piège, et il l'a assassiné en bas de sa maison. C'est le cliché du juif et l'argent qui a poussé Fofana et son équipe, les barbares, à prendre en otage un jeune juif, Ilan Halimi, et à l'assassiner. Et c'est enfin le cliché du juif, de celui qui veut venger les enfants palestiniens, qui a servi à Mohamed Merah de tuer les gamins de l'école de Toulouse. Donc en fait, disons que les bases sont les mêmes, et d'ailleurs on voit des dessins, les dessins avec le juif au nez crochu. Aujourd'hui, comme Zéon par exemple, qui a fait des dessins de ce type-là, eh bien, remplace le juif par l'israélien.
On observe justement dans certains milieux, notamment proches de Sora et Dieudonné, que la parole antisémite s'est libérée et qu'il n'y a plus aucune retenue observée après la Shoah. Les actes antisémites sont de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus violents. Or, d'après les sondages récents, les Juifs de France se sentent dans une certaine insécurité. Comment vois-tu l'avenir pour les Juifs de France ? Il y a un véritable malaise que nous avons communiqué aux autorités de l'État. Elles le savent, elles l'ont compris. Lorsque nous nous réunissons avec les préfets dans chacun des départements, en tout cas de l'Île-de-France, c'est ce que nous disons. Le juif se sent mal à l'aise. La preuve, c'est que dans la plupart des communes où certaines communautés étaient florissantes, eh bien, les Juifs sont partis, ils ont émigré, ils sont allés, se sont déplacés vers d'autres villes plus sûres pour eux. Par exemple, il y a des villes comme Stein, Pierrefitte, Aulnay, Saint-Denis, La Courneuve, Trappes et même Vitry, etc., sont en train de se mourir. Les Juifs quittent la ville parce que ils préfèrent aller dans des zones un peu plus tranquilles pour eux. Parce que ce qui est grave, c'est que quand on a fait le recensement de tous ces actes, on s'est aperçu que, quand je disais, cet activisme de certains élus, notamment des élus d'extrême gauche et même des élus communistes, qui par exemple valorisent et font de terroristes, d'assassins juifs israéliens, des citoyens d'honneur de leur ville. On a vu le combat qu'ils ont mené pour valoriser Salah Hamouri, qui voulait assassiner, qui avait fait un complot pour assassiner le rabbin Ovadia Youssef. Et donc voilà, donc tout cela a été de nature à provoquer dans les communautés juives un certain mal-être, un certain malaise qui a fait qu'ils ont préféré partir. C'était la solution. Alors partir où? Je sais que certains sont partis en Amérique, beaucoup sont partis en Israël, d'autres changent de commune, mais pour eux, pour beaucoup, et surtout pour les jeunes couples, les jeunes familles, l'étape qu'ils envisagent, c'est d'aller vers l'État juif. Peux-tu nous parler du genre de dossier que traite le BNVCA, des actions que vous menez, combien en traitez-vous par an, etc. Alors nous recevons des signalements sur notre site de tout ce qui se passe, soit sur Internet, il y a des sites racistes, des sites d'extrême droite, des sites antisémites, que ce soit des sites dirigés par Soral ou alors par Boris Lelay, ou tout cela. Donc, quand c'est nécessaire, quand nous sentons que la justice doit intervenir, et d'ailleurs l'arme pour lutter contre l'antisémitisme, c'est la justice, uniquement la justice. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous déposons des plaintes, nous avons un grand nombre de procès, à la fois pour venir en aide aux victimes d'agressions antisémites. Par exemple, dernièrement à Lyon, il y a eu un procès contre un individu qui avait agressé un juif à Villeurbanne, qui a été identifié, et il est passé en procès, nous attendons le délibéré. Et bon, ça se fait à Bobigny, ça se fait à Créteil, ça se fait un peu partout. Et donc, chaque fois que quelqu'un a dit que le BNVCA tire plus vite que son ombre, mais je crois qu'il faut le faire parce que ça permet aux Français, aux citoyens juifs, d'éviter d'avoir recours à la vengeance privée. Nous avons saisi les tribunaux de même manière que nous avons saisi les tribunaux contre tous ceux qui font des publications anti-juives et qui sont à la fois mêlés de ce vieil antisémitisme d'extrême droite et aussi qui s'appuie sur un palestinisme exacerbé. Donc tout ça aujourd'hui s'entremêle. On voit bien que les uns et les autres utilisent les mêmes arguments pour attaquer les juifs, ou alors par exemple il y a des sites qui présentent un certain nombre de grandes personnalités qui les désignent comme juifs, donc nous avons déposé plainte. Alors le problème auquel on se confronte, c'est que la plupart de ces sites sont hébergés aux États-Unis. Alors dernièrement, nous avons reçu un haut fonctionnaire du département d'État
à qui nous avons exprimé ce genre de choses. Il était accompagné par des membres de l'ambassade des États-Unis. Et donc nous attendons sa réponse parce que nous avons sollicité une intervention directe auprès des autorités des États-Unis pour mettre un terme à ce type d'immunité en quelque sorte. Donc voilà, donc nous avons un grand nombre de plaintes et pour nous c'est un problème parce que même si nos avocats sont bénévoles, nous avons des frais et les ressources que nous avons qui proviennent uniquement des dons d'amis. Nous ne recevons aucune subvention ni communautaire ni publique. C'est scandaleux mais c'est comme ça. Donc nous nous débrouillons par nous-mêmes et c'est ça qui nous permet de défendre et de combattre cet antisémitisme. Je dois dire qu'à force de combattre les activistes qui appellent au boycott des produits israéliens partout et n'importe où et n'importe comment, même quand ce ne sont pas des produits israéliens. Vanessa Paradis n'est pas un produit israélien, pourtant on a demandé de boycotter Israël. Nous sommes intervenus pour SodaStream et nous avons une plainte d'ailleurs qui est déposée à Saint-Denis de la Réunion parce qu'il y a eu une manifestation au cours d'un forum qui était organisé et SodaStream avait été mis à l'index par un certain nombre d'organisations. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui prévoit et qui punit et qui sanctionne ceux qui appellent à boycotter un État, n'importe lequel. Donc nous agissons en qualité de citoyens. Et pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'est inquiétant de voir qu'ils s'attaquent uniquement à Israël, c'est parce que, je le dis encore, leur action, leurs propos incitent et poussent à l'être anti-juif. Sinon, on ne se préoccuperait pas des sociétés israéliennes qui, de toute façon, se moquent de ce boycott et réussissent quand même et ne sont absolument pas touchés. Suite aux attentats de Toulouse, à l'attentat de Toulouse contre l'école Mozart-Ottawa, on a dit partout, plus jamais ça, et le gouvernement a pris des engagements pour renforcer la sécurité. On s'aperçoit que les synagogues et les écoles juives ne sont pas plus sécurisées qu'avant. Quelles mesures, à ton avis, doit-on prendre pour sécuriser les écoles et les synagogues? Non, je ne dirais pas que les synagogues et les écoles ne sont pas sécurisées. Je dis pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, mais est-ce qu'il faut forcément les sécuriser? Moi, ce que je demanderais plutôt, c'est qu'on surveille et on prévienne de manière à interpeller tous ceux qu'on aura identifiés comme pouvant faire courir un risque à la communauté juive en général et même à la société française en particulier. On l'a vu avec Force Analisa, le mouvement que nous avons poursuivi et dénoncé, et on a vu que c'était un mouvement sioniste. Bon, en fin de compte, il a été dissous. Nous avions gagné le procès contre son responsable. Donc je pense qu'il y a des surveillances qui sont faites. Je crois que les services de police sont très au fait de la situation. Aller au-delà, l'État sécurise les synagogues. L'État intervient dans la protection des lieux de culte et des écoles juives, incontestablement. Il y a des patrouilles qui sont organisées. Aujourd'hui, je ne pense pas, compte tenu de l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille aller au-delà. Pourtant, lorsque c'était peu de temps après l'attentat de Toulouse, au cours d'une réunion du consistoire de Paris, j'avais émis la crainte qu'un attentat pouvait être commis dans un commerce juif. Et j'avais même dit, ce serait peut-être une boucherie ou une épicerie cachère. Et j'avais ajouté encore, et si ça devait se produire, ça se produirait à Sarcelles. Et ça s'est effectivement produit. Donc je crois que chacun doit être attentif, vigilant, et nous prévenir s'il a un soupçon quelconque. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs, dès qu'ils voient un manège, dès qu'ils ont un soupçon sur le passage ou l'apparition d'individus suspects ou d'une voiture suspecte. Ils nous informent. Nous, et grâce aux relations que nous avons avec mes anciens collègues et les services de police, nous informons, nous donnons les renseignements, il y a des vérifications qui sont faites et on peut dire si oui ou non, bien c'est de nature à inquiéter ou pas. En tout cas, les choses sont faites dans cet esprit. D'accord. Alors changeons de sujet.
Tu as choisi de te présenter à l'élection du consistoire de Paris et tu conduis une liste qui s'intitule Rassembler pour changer. Qu'est-ce qui t'a conduit à te présenter à cette élection? Alors, ça fait longtemps que je suis au consistoire de Paris. J'ai été pendant le mandat de Moïse Cohen, puis pendant le mandat de Joël Mergui, même pendant la période très très courte du mandat de Doc Zéra. Et je remarque que rien ne change, rien ne bouge. À quoi c'est dû? Bon, ben, le consistoire est une institution qui a été créée par Napoléon en 1800, en même temps que la préfecture de police d'ailleurs, que je connais bien. La préfecture de police a évolué, la préfecture de police s'est modernisée dans tous les domaines, et le consistoire il reste encore avec un fonctionnement archaïque. Donc il y a un certain nombre de modifications à faire. En dehors des statuts qu'il faut changer, il y a des aménagements à apporter au niveau de l'accueil, au niveau de l'écoute, au niveau de l'information, au niveau de la sécurité, par exemple aussi, savoir comment protéger les lieux. Et tout cela m'a amené à... Tout le monde parle d'antisémitisme aujourd'hui. Les gens qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain se mettent à faire des discours universitaires sur l'antisémitisme, mais ce ne sont que des généralités. Ils ne savent pas que hier, il y a telle personne qui m'a appelé pour me dire qu'on lui a arraché sa mezouza, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Ou que ce groupe d'enfants d'une école juive a été agressé par les élèves d'une autre école sur un stade, et ainsi de suite. Je crois que ces gens ne savent pas la réalité de l'antisémitisme sur le terrain. Ces personnes que nous devons faire changer d'adresse, faire changer d'appartement, parce qu'elles sont les victimes de leurs voisins. Ça existe. Alors c'est avec les relations que nous avons avec les préfets, avec les maires, qui nous permettent, mais ça nous n'avons pas besoin de le dire, nous le faisons, et les choses se passent ainsi. Alors ce qui m'a motivé, c'est que moi je suis d'origine de Constantine, et à Constantine on a subi un pogrom. Moi je ne l'ai pas vécu, mais c'est resté dans la mémoire collective. Et le problème c'est que il y a eu 3-4 jours de manifestations, d'émeutes arabes qui n'étaient pas des islamistes, qui n'étaient pas des extrémistes, qui étaient des arabes tout à fait normaux de là-bas, et qui s'en sont pris particulièrement aux gens qu'ils connaissaient d'ailleurs, c'est-à-dire avec lesquels ils travaillaient. Donc ils sont montés dans les maisons, ils ont assassiné les familles, les enfants, etc. Alors ce qui s'est passé là-bas, c'est que, alors que ces rumeurs d'émeutes étaient connues, le grand rabbin de la ville et le président de la communauté avaient fait le tour de la communauté juive et des synagogues en disant « Ne vous inquiétez pas, on a vu les autorités, ne vous inquiétez pas, etc. » En fin de compte, la France a été absente pendant ce moment-là. Alors, j'ai pas envie que ça se reproduise. Je veux que, de la même manière qu'on dit qu'un homme averti en vaut deux, eh bien qu'un juif averti en vaut 10. Alors, il y a cette forme d'antisémitisme, déjà, pas seulement l'antisémitisme évident, mais celui qui est le plus sournois. Et ce que certains vivent en souffrance dans l'entreprise, ça arrive, dans l'administration, ça arrive, dans leur travail, dans leur relation avec les collègues, c'est en train d'arriver, ou parce qu'ils subissent des tracasseries qui sont inadmissibles. Alors ça aussi, nous n'en parlons pas, mais ça existe, et nous essayons de le régler au mieux, dans la discrétion. Enfin, voilà. Donc ce qui m'a poussé à ça, c'est pas seulement le fait que il fallait régler ces problèmes de sécurité de la communauté juive, mais aussi essayer de faire de ce consistoire, qui est quand même le représentant de la communauté juive, un tronc commun de tous les juifs de l'Île-de-France. Aujourd'hui, la communauté juive est très morcelée, elle est atomisée. Il y a les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, les libéraux, les massortis, etc. Disons que les juifs ne se retrouvent pas. Quand on veut acheter un produit cachère, on ne sait plus, j'allais dire, à quel saint se vouer. Donc tout ça, il faut aujourd'hui l'organiser. Il faut que le consistoire soit le service public juif par excellence. Il faut que, quand on s'adresse au consistoire, on trouve une oreille attentive et surtout quelqu'un qui puisse apporter de l'aide dans tous les domaines de la vie, de la pratique. Pour un juif,
un juif, un citoyen juif, quoi, tout simplement. Dès qu'il a un problème, il faut qu'il trouve une solution. Moi, je ne vois pas pourquoi les dossiers de mariage doivent aller directement au consistoire, qu'on ne peut y aller que si on a un rendez-vous, etc. Il y a des communautés, il y a des présidents de communauté, il y a des rabbins dans chaque communauté. Eh bien, il faut que la démarche soit faite d'abord auprès d'eux. Et c'est là, moi, ce que je recherche, c'est surtout la démarche de proximité. Établir le lien entre le rabbin, le président d'une communauté, et le juif, qui peut-être va aller une fois dans sa vie à la synagogue, une fois dans sa vie au consistoire, mais qui puisse y revenir et qui puisse avoir une image favorable. Vous savez, quand vous allez à la préfecture, au commissariat, si vous êtes mal reçu, ben vous n'y retournerez pas. Mais si vous êtes bien reçu, ou même dans un hôpital, ou de voir un médecin, si vous êtes bien reçu, vous avez confiance, vous êtes rassuré. Et là, il faudrait qu'on arrive à établir un climat de proximité beaucoup plus satisfaisant que celui qui existe aujourd'hui, y compris quand on va dans un restaurant, dans une boucherie, qu'il y ait un véritable climat de confiance et de sérénité. Le consistoire de Paris a un poids énorme au sein du consistoire central. Comment vois-tu l'articulation entre le consistoire de Paris et le consistoire central pour éviter justement d'avoir deux discours différents? Penses-tu qu'il faille un seul président pour les deux? Je ne pense pas qu'il y ait des discours différents. Le président du consistoire central est le président de tous les consistoires, y compris de celui du consistoire de Paris-Île-de-France. Mais je crois que Paris-Île-de-France a une particularité et il faut qu'elle garde cette particularité. Pourquoi? Parce que déjà, le consistoire de Paris est le pourvoyeur de fonds du consistoire central. Déjà, à ce propos, je vais faire une parenthèse, c'est que moi, depuis plusieurs années déjà, je milite pour qu'on n'élise pas un grand rabbin de France, mais qu'on le nomme, qu'on lui donne des missions. Tous les grands rabbins en poste, dans toute la France, sont capables d'assumer la fonction de grand rabbin de France. Donc il faudrait simplement lui donner l'habilitation pour faire ce travail et cette fonction, parce qu'on en ferait déjà une grande économie. Il faut savoir que 2 salaires mensuels d'un grand rabbin de France, pas seulement de celui qui nous a quittés, mais des autres précédents, etc., 2 salaires d'un grand rabbin de France, mensuels, équivalent au budget annuel de plusieurs communautés. Alors, on a autre chose à faire, je vais dire. Avec le salaire d'un grand rabbin de France, on peut payer peut-être 10 jeunes rabbins à ouvrir des synagogues qui sont fermées aujourd'hui en province. Bon, ça c'est un exemple, c'est un point que nous allons voir. Donc ça c'est un aspect de chose. Alors, je crois qu'il faut que le consistoire de Paris ait son indépendance et son autonomie, qui travaille en concertation, en osmose avec le consistoire central, mais il y a des spécificités à Paris qui ne peuvent pas être celles des autres départements. Il y a beaucoup de gens qui se sentent attirés par le judaïsme, il y a des gens non juifs. Il y a aussi la problématique des enfants qui ne sont pas nés d'une mère juive mais d'un père juif. Penses-tu qu'il faille faciliter la conversion? Si oui, comment? Alors moi, je suis favorable à l'ouverture du judaïsme, et particulièrement du consistoire, un judaïsme ouvert pour faire entrer et pas pour faire sortir. Mais toujours dans le respect de la halakha. Alors, la conversion, les divorces, les mariages, tout cela, et du domaine du rabbinat et du Beit Din. Alors maintenant, je crois qu'il y a des facilitations, des améliorations à amener, à apporter pour aider à la solution, faciliter l'accueil, et puis laisser ensuite au rabbin le soin de faire passer ses examens dans les règles de la halakha. Je crois que le fondement, c'est la halakha. Il ne faut pas s'en écarter, mais à partir de là, eh bien oui, c'est vrai, on peut ouvrir. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir ouvrir des centres pour les enfants, un tutorat spécifique pour les enfants des mariages mixtes, notamment quand c'est la maman qui n'est pas juive, parce que eux se sentent juifs, eux portent la médaille. Il ne faut pas leur dire qu'ils ne sont pas juifs, et puis arrive le jour de leurs 13 ans, ils veulent faire la bar mitzvah, et ils sont bloqués, on leur dit non, vous n'êtes pas juif, on ne peut rien vous faire. Et, bon, moi je pense qu'il faut faciliter les choses, il faut attirer. On est déjà trop peu nombreux. C'est vrai qu'il y aurait la quantité,
avec la qualité. Et ces gens-là, moi j'ai confiance parce que je connais beaucoup, surtout dans ma communauté arménienne, beaucoup de jeunes gens et de familles qui avaient issus d'un mariage mixte et qui sont venus des juifs exemplaires. Exemplaires. Je veux dire que quelquefois on n'atteint même pas le niveau qu'ils ont eux-mêmes. Alors je pense qu'il faut ouvrir, qu'il faut faciliter et toujours dans le respect des règles de la halakha. La halakha pour moi c'est le code de la route. Il ne viendrait pas l'idée à quelqu'un d'obtenir un permis de conduire sans passer son code de la route et sans le réussir. Alors on peut faire des infractions après, mais on en paye les conséquences. Alors, un autre sujet délicat, il arrive parfois que lors d'un divorce civil, l'homme tarde ou refuse de donner le guet, c'est-à-dire accepter le divorce religieux pour la femme. Quelles mesures comptes-tu prendre pour faciliter justement ce fameux divorce religieux? Alors, c'est toujours pas du domaine des administrateurs, c'est du domaine du religieux. Je sais qu'en Israël, le rabbinat a pris des dispositions jusqu'à aller emprisonner le mari qui ne donne pas le guet, etc. Je crois qu'ici, il y a des mesures qu'on peut prendre. À partir du moment où le divorce civil est prononcé, on devrait faire aboutir à la solution. Il y a deux cas qui sont possibles. Je dis peut-être des bêtises qui seront non confirmées par le rabbinat, mais peut-être qu'au moment du contrat de mariage, on peut faire signer au mari le contrat du guet. Ça se fera devant le rabbinat, comme on fait un contrat de séparation des biens avant le mariage devant un notaire. Donc, il a signé à l'avance pour le cas où il y a un divorce civil. Eh bien, le guet qu'est-ce qui peut interdire ça? Je ne pense pas que ça puisse être interdit. Bon, autre chose, lorsqu'une veuve veut se remarier, il faut qu'elle fasse aussi la cérémonie du guet. Alors comment que ça se passe? Elle va avec le rabbin au cimetière, il y a une cérémonie, c'est-à-dire que le beddin, le rabbin, se substitue au mari défunt. Alors je pense qu'il suffirait peut-être de considérer le mari qui ne répond pas aux injonctions du beddin, qui ne répond pas après un certain nombre de convocations, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais pas, le beddin pourra décider. S'il ne répond pas, on le considère comme mort et on fait une cérémonie pour lui donner son... Ça c'est une proposition que je peux faire, mais ce ne sont que les rabbins qui pourront décider de cette chose-là. Mais le poids du consistoire de Paris en la matière est important quand même. Oui, bien sûr, on peut donner des avis qui seront avalisés par le Beddin de Paris et par Israël également, par le rabbinat d'Israël, de manière à mettre en place un système qui va faciliter ces choses et qui va donner de l'espoir à toutes ces femmes qui sont divorcées et que des maris déconsidèrent. Alors, concernant la cache-croûte, une commission parlementaire préconise l'étiquetage de la viande cachère. Qu'en penses-tu? Je crois qu'on n'y coupera pas, compte tenu de tout ce qui se fait. Il y aura probablement un étiquetage. À mon avis, on n'y coupera pas cet étiquetage. Quoi qu'il en soit, d'après tout ce que nous ont dit les autorités françaises, l'abattage rituel continuera d'être respecté. J'ai moi-même intervenu auprès du secrétaire général de l'UDI, qui est le maire de Drancy, le député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, qui m'a répondu et qui m'a assuré que, d'abord, il ne soutenait pas la démarche de la sénatrice UDI, Goy Chapman. Il a désavoué, et que pour lui, cette tradition multimillénaire, on ne devait pas y toucher. Donc de ce côté-là, je crois qu'en France, on sera encore protégé. Maintenant, il va falloir se battre. Et je crois que dans ce domaine, comme dans le domaine de la circoncision, le rabbinat européen est en train de travailler pour apporter des réponses. Mais c'est la première fois qu'on aura un rabbinat qui va travailler en amont, qui va préparer ses réponses, qui va préparer son travail. Mais surtout, la solution reste entre les mains des juifs eux-mêmes. Il ne faut pas que les juifs de France acceptent ce que les juifs d'autres pays européens ont accepté, c'est-à-dire l'interdiction de la circoncision ou alors l'interdiction de l'abattage rituel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la communauté musulmane qui, dans ces cas-là, finit par désobéir. Bon, je ne dis pas qu'il faut appeler à la désobéissance civile, mais nous avons ces traditions.
Et je pense que les dirigeants d'État ont compris que ce type de mesures et de nature a poussé les Juifs à partir d'Europe en général et de France en particulier. Quelle action souhaites-tu développer en faveur de la jeunesse juive? Alors la jeunesse, vous savez, il faut s'en occuper tout de suite des jeunes. Parce que ils ont 6 ans, 7 ans, et puis après ils ont 8, 15, 14 ans de leur mitzvah, 18 ans, et puis après on ne les trouve plus. Donc il faut s'en occuper des jeunes. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas trop réfléchir pour s'occuper des jeunes. Alors le consistoire doit développer les mouvements de jeunesse. Ce n'est pas seulement celui du consistoire, mais favoriser le développement de tous les mouvements de jeunesse qui existent. La plupart des dirigeants communautaires dans les communautés de l'Île-de-France, ou même en France, sont des gens qui ont été des chefs scouts, des chefs du d'Akiva, des chefs du Dror, d'un certain nombre de mouvements de jeunesse. Donc c'est là que réside le projet de la relève. C'est eux qui peuvent s'en occuper. C'est pas seulement l'UEJF. L'UEJF prendra des postes honorifiques, mais ceux des ENI, ceux du d'Akiva, je disais, du Dror, etc., pourront devenir des dirigeants communautaires de terrain. Alors, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est rééditer ce que nous avons fait il y a quelques années et qui avait bien réussi, c'est-à-dire le serment de fidélité au judaïsme devant le Kotel pour tous les postes bar et bat mitzvah, c'est-à-dire après avoir fait la bar mitzvah, ceux qui ont 14-15 ans, et bien on les emmène en Israël, on organise le serment de fidélité au judaïsme. Je peux vous assurer que lorsqu'un jeune homme, une jeune fille vient devant le Kotel et promet de maintenir le judaïsme dans sa vie, il respectera sa promesse. Et puis autre chose, je crois qu'il faudrait qu'on organise la semaine de la jeunesse juive de l'Île-de-France, peut-être de France, de manière à ce que tous les juifs se rencontrent, quel que soit leur niveau de pratique du judaïsme, quelle qu'il soit l'association ou le mouvement juif auquel ils appartiennent. Il faut qu'ils se rencontrent tous et que, on facilite les relations entre les uns et les autres. Et puis ces rencontres, certainement, permettront aux garçons et aux filles de se rencontrer et de fonder des foyers juifs. Rassembler pour changer. Que souhaites-tu changer au consistoire avec tes colistiers? Et que souhaites-tu dire pour terminer aux Juifs d'Île-de-France? Alors, rassembler pour changer, c'est ce que je disais. Donc, c'était rassembler toutes les tendances de la communauté juive pour changer. Déjà, pour moi, ce qui est important, c'est le travail de contact et de proximité, de développer cela et de faciliter la vie, la pratique du juif au quotidien. Voilà. Par exemple, pour que la cache-route soit moins chère, déjà inciter le maximum de juifs à manger cachère, à aller dans les restaurants. On a la chance aujourd'hui d'avoir des boucheries cachères. Moi, quand je suis arrivé en 62, on avait du mal à trouver du cachère ici. Maintenant, on a même des boulangeries, on peut même avoir des croissants, des gâteaux, et de quelle qualité, des traiteurs. Donc, il faut en profiter. Moi, j'appelle toutes les institutions juives et les dirigeants de ces institutions à s'obliger à manger cachère et à faire manger cachère quand ils organisent des manifestations, des réunions, etc. Ça, je dire que c'est essentiel. Et puis alors, peut-être qu'il faudrait donc ça permettrait au prix de s'équilibrer entre l'offre et la demande. On pourrait évidemment, si beaucoup de juifs consomment, mais moi j'admire ces magasins, ces entrepreneurs, ces entreprises qui font du cachère, qui ont véritablement du courage pour s'établir et n'avoir qu'une partie de la communauté juive, une partie des consommateurs pour vendre leurs produits. Alors ça c'est un point. Et l'autre point, je crois qu'avec mes colistiers, nous envisageons de mettre en place une forme de coopérative cachère pour Paris et l'Île-de-France, de manière à permettre à ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens de manger, parce que c'est relativement cher, de trouver la possibilité de donner à manger cachère à leurs enfants. Et puis aussi, faciliter la cache-route dans les hôpitaux, parce qu'elle est immangeable. Les plats qu'on donne aux malades, faciliter aussi l'accès des aumôniers des hôpitaux
auprès des malades, parce qu'aujourd'hui, l'aumônier des hôpitaux, moi quand j'étais il y a quelques semaines dans un hôpital, j'ai vu les aumôniers catholiques, les aumôniers protestants et les aumôniers juifs, je ne les ai pas vus, alors j'ai demandé des explications. En fait, l'un d'entre eux s'est quand même déplacé pour assister des personnes juives qui étaient malades, mais je pense que ça devrait être mieux pris en compte. De même que l'aumônerie des prisons, de même que... Bon, il y a l'aumônerie militaire qui fonctionne très bien, c'est rien à dire. Mais je crois que dans le domaine de la relation avec ceux qui en ont le plus besoin, il faudrait s'y intéresser. J'ai une dernière question. Comment penses-tu ramener un peu au judaïsme tous ces juifs qui s'en éloignent, soit par des mariages mixtes, soit par les circonstances de la vie, soit parce qu'ils ont perdu leurs parents, qui n'ont plus ce lien avec la synagogue, avec la communauté juive? Justement, il y a des circonstances qui font que le juif a besoin de se rapprocher. Et malheureusement, la mort. Et là, même dans ce domaine, il y a des solutions à apporter. Vous savez, quand quelqu'un, quand il y a un défunt de préserve dans une famille, la famille est préoccupée parce qu'il faut l'enterrer. Peut-être qu'il est à l'hôpital, il faut le faire sortir. Ensuite, une fois qu'il est là, qui appeler, qui joindre? Il faut le faire changer de commune à commune pour le faire partir de la commune d'Aubervilliers vers la commune de Sarcelles, par exemple. Donc tout ça, il y a des démarches administratives qu'il faut faire pour l'envoyer en Israël. Là aussi, il y a des démarches. Et quand c'est un jour férié, juif, le samedi, ça ne peut pas se faire. Ajouter à cela les fériés, nationaux. Donc il y a des fins qui restent 4, 5, 6 jours, une semaine. C'est inadmissible. Alors moi je propose, j'ai déjà proposé, qui n'a jamais été heureusement pris en compte, c'est d'obtenir de l'État le détachement d'une autorité habilitée à faire ces démarches. Et dernièrement, il y a eu malheureusement un enfant qui est décédé. La famille avait tout préparé pour l'envoi d'Israël, mais il manquait un certificat de santé. Et c'était un férié. Il a fallu que j'appelle le préfet, qui m'a mis en relation avec le responsable de santé, parce qu'il faut que le service de la santé délivre son certificat, etc. Bon, tout cela, ça s'est fait, mais on le fait régulièrement, ces démarches. Mais peut-être que, sinon pour toute la France, du moins pour l'Île-de-France, que l'État détache auprès de l'institution du consistoire un fonctionnaire habilité à faire ce type de démarche et qui remplacerait à la fois les préfets, les maires, et puis tous ceux qui ont à s'occuper de ce dossier. Bien. C'est pas difficile. Il y a un autre problème dans cette affaire-là de la Chevra Kadisha. Vous savez que les concessions en France sont données, surtout dans la région parisienne et dans Paris, sont données pour 30, 60, 90 ans. D'accord ? Bon, et après, les familles qui ont acheté, le mari qui a acheté pour son épouse, et qui a disparu lui-même, mais le conservateur, il va adresser à quelle adresse l'information pour savoir qui doit récupérer, qui doit suivre, qui doit continuer. À ce moment-là, le consistoire pourrait être considéré comme l'héritier en quelque sorte, référent. Et au lieu que les ossements soient jetés comme ils le sont aujourd'hui, eh bien, le consistoire pourrait intervenir pour faciliter ces choses et faire en sorte que ces ossements aient des sépultures honorables. Bien, Samy Gozlan, merci. Alors, ce que je peux dire, c'est que la plupart de ces démarches peuvent être faites, je l'ai déjà fait ailleurs dans l'administration, en 3 mois. D'accord ? Mais je ne pourrais les faire que dans la mesure où mes colistiers sont élus avec moi. Parce que si les électeurs font un panachage, je n'aurai pas la force suffisante et il faudra élire un autre président. Alors, il faut que tous les colistiers que j'ai, je peux les citer, si vous me permettez. Il y a Ben Sylvain Alcoubi, Benjamin Alouche, qui est président du CCJ 91, Richard Rodier, qui est président du Centre Simon Wiesenthal,
Corinne Lamy, qui est membre du Bureau du Silence, Henri Wona, qui est président mondial de l'Université Shmuel Matzoret et président d'honneur de Neuilly, ancien avocat, Alberto Gabay, qui est le vice-président du consistoire de Paris, Jacqueline Zerbib, qui est de Créteil, qui est ingénieur d'affaires en informatique, Léonce Rien, qui est vice-président de Créteil, Béatrice Alpern-Boukris, qui est l'ancienne présidente des éclaireurs israélites aussi, Gershon Cohen, qui est trésorier de la communauté de la Varenne, directeur des opérations, Marc Dayan, président de la CIP, et Laurent Benamou, qui est président des pharmaciens juifs de France. Alors, on vote pour cela. Avec cela, on aura une force. Et avec David Tibi, qui est déjà à l'intérieur, ça nous fera au moins 14 voix qui nous permettront d'avoir la majorité. Bien. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance.